Cet iPhone pourrait être piraté sans que je le sache. Mon micro, mes données de localisation, tous mes contacts, mots de passe ou même mes messages, tout pourrait être siphonné en continu sans que je m'en rende compte. Et pour être infecté, personne n'aurait eu besoin d'y toucher. Ils auraient juste eu besoin de mon numéro de téléphone. Ce scénario fait bien flipper et c'est pourtant ce qu'ont découvert des chercheurs de Kaspersky ces derniers mois, car ils en ont été victimes eux-mêmes. Et ils ont raconté tout ça dans une conférence et une série d'articles passionnants qui retracent comment ils ont découvert ce malware extrêmement sophistiqué sur leurs iPhones. Évidemment, tout ça est extrêmement technique, donc on va faire le maximum pour rendre ça accessible. Alors on pourra pas tout aborder, déjà qu'ils ne révèlent pas tout, mais aussi car on va se concentrer sur le plus intéressant. Pour nous épauler, on a donc la chance d'avoir Mathis Hamel, un ami consultant en cybersécurité que je vous conseille de suivre sur Twitter ou sur Twitch. Bon, je le harcèle pour qu'il reprenne les lives. D'ailleurs, moi aussi, je live chaque semaine, donc passez me voir par pitié. Mais avant ça, si vous avez peur de voir vos données traîner sur Internet, laissez-moi vous parler du sponsor qui nous accompagne aujourd'hui, Incogni. Si vous traînez sur Internet, il y a de grandes chances que vos données personnelles soient récoltées par les sites que vous visitez, puis vendues sans que vous le sachiez. Ça peut être votre nom, vos adresses email, votre activité en ligne, ou même des trucs plus critiques comme votre numéro de téléphone, votre adresse ou vos habitudes de consommation. Cette masse de données finit ensuite généralement chez des courtiers en données, qui sont des grosses entreprises spécialisées dans le profilage commercial. Ils revendent tout ça à d'autres boîtes qui cherchent à vous cibler commercialement, et c'est ainsi que vous recevez des emails et des appels intempestifs. Mais je vous rassure, pour lutter contre ça, il y a des moyens. Déjà car c'est votre droit, en Europe on a le RGPD qui garantit le droit à l'oubli. Mais il faudrait contacter l'entièreté des courtiers qui vendent de la donnée, vérifier si vous y êtes, demander des suppressions en boucle et vous battre avec ceux qui ne veulent pas. Ça paraît chiant, hein? Eh bah excellente nouvelle car Incogni fait tout ça pour vous. En vous abonnant à leur service, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie privée sur Internet. Et tout est extrêmement simple, il vous suffit de vous inscrire, accorder le pouvoir à Incogni de contacter ces entreprises à votre place, et c'est réglé. Autant vous dire que moi je trouve ça super pratique, car même en ayant les compétences pour le faire, c'est tellement plus simple de déléguer cette tâche. Et je suis pas le seul à trouver ça cool. Corben a fait le test de son côté et visiblement ça marche plutôt pas mal. 93 courtiers avaient des infos sur lui. Il a pu suivre tout le processus en direct avec un dashboard que je trouve très bien foutu. Et avec le code SILF15, ou en passant par notre lien en description, vous bénéficierez d'une réduction de 60% sur votre abonnement annuel. Incogni se chargera donc de faire supprimer toutes vos données, mais aussi de s'assurer qu'elles ne reviennent pas sur le marché. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas, et nous on retourne voir cette sombre histoire de hack. Tout commence dans les locaux de Kaspersky à Moscou en fin 2022. Parmi tous les employés qui bossent régulièrement sur les questions de cybersécurité, il y a une équipe spécialisée, la Great Team. Ce sont d'énormes cracks qui sont spécialisés sur les APT, c'est-à-dire les groupes de hack les plus dangereux du moment. C'est donc eux qui sont chargés de comprendre comment ces groupes agissent, mais aussi comment fonctionne leur virus. D'habitude, ils regardent tout ça un peu de loin, on appuie à leurs clients, mais ce jour-là, l'alerte vient de chez eux. Et ils découvrent quelque chose de louche sur leur réseau. Et qui plus est, un réseau Wi-Fi où il n'y a que leurs iPhones qui sont connectés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur système de sécurité détecte une activité suspecte, du trafic vers des noms de domaine qui n'ont rien à faire là. Et à chaque fois, juste avant, une requête iMessage qui vient des serveurs d'Apple. Et le problème, c'est qu'aucun des chercheurs ne comprend ce que c'est. S'ils utilisent bien leurs iPhones, ils n'ont pourtant pas reçu ou émis de messages aux horaires indiqués. Alors certes, il y a du trafic régulier en background, mais là, ce truc avec les domaines est vraiment très suspect. Première alerte. Et en creusant un peu, ils se rendent compte que tous ces noms de domaine ont des points communs. Ils sont tous déposés chez Namecheap, un hébergeur de domaines, ils sont tous protégés par Cloudflare, et ils sont toujours nommés de la même façon. Deuxième alerte. Mais rien ne semble montrer que leur iPhone est infecté. Tout fonctionne normalement. Il n'y a pas d'erreur particulière, ni de comportement suspect. Juste ces connexions louches, encore et encore. À partir de là, ils se doutent que quelque chose ne va pas, alors ils passent en mode contre-espionnage. Ils n'en discutent pas à l'oral et ils mettent de côté leur téléphone. Et lorsqu'ils les analysent, ils les isolent dans des boîtes de Faraday, histoire d'être sûr de bloquer toutes les communications. Le mode opératoire à partir de là, c'est de vérifier ce qui se passe sur les téléphones et aussi du côté des serveurs. Premièrement, le téléphone. Ils vont essayer avec des outils classiques de forensic, mais ils ne fonctionnent pas sur ces versions d'iOS. Alors ils passent par le backup iTunes de leurs iPhones, qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, est encore très utilisé, car il permet d'obtenir une copie presque parfaite de votre iPhone. C'est aussi une excellente façon de fouiller sans éveiller le moindre soupçon. Et là encore, il n'y a aucune trace habituelle qu'on pourrait retrouver lors d'un hack. Mais en fouillant toute la structure, ils finissent enfin par trouver un début de piste. Des dossiers de pièces jointes complètement vides. Alors forcément, s'il y a des dossiers qui sont créés, ça veut dire qu'il y avait une pièce jointe dedans à un moment. Quand tu fais un peu de reverse, tu te dis qu'il y a un truc un peu bizarre qui se passe. T'as de l'activité, mais derrière tout est nettoyé. Ça, forcément, c'est qu'il y a du monde qui est passé par là, quoi. Et puis en allant regarder d'autres fichiers, il se penche sur une base de données, datausage.sqlite, qui enregistre les connexions réseau du téléphone. Là encore, vous avez compris, rien de suspect de prime abord. Si ce n'est les traces d'un processus qui n'a rien à faire là. Backup Agent. C'est un processus qui existe bel et bien sur iOS, mais qui est obsolète depuis déjà plusieurs années. Mais en plus, qui n'est pas du tout censé recevoir ou envoyer des données. Ce qui est pourtant le cas ici. On a donc de toute évidence une pièce jointe reçue par les iPhones, et qui est immédiatement supprimée, et qui envoie ensuite des données sur des sites étranges. Au moins ça progresse. À partir de là, ce qui serait vraiment pratique, ce serait d'avoir la pièce jointe en question, sauf qu'elle n'apparaît jamais sur les backups.
Alors les chercheurs de Kaspersky vont tenter d'intercepter tout le trafic des iPhones grâce à un proxy. On appelle ça du man in the middle. Il n'y a plus qu'à attendre une réinfection, et pour le savoir, ils mettent d'ailleurs en place un bot Telegram pour recevoir des alertes quand c'est le cas. Kaspersky devrait pouvoir à ce moment-là intercepter tout ce qui rentre ou sort de l'iPhone. Sauf qu'en réalité, Apple protège tout ce qui passe par iMessage. Impossible de lire en clair ce qui se passe, et impossible donc de choper cette foutue pièce jointe. Bon, ils ont malgré tout pas mal progressé. Ils peuvent pas aller plus loin pour le moment côté iPhone, alors ils vont voir ce qui se passe après l'infection initiale, du côté des requêtes, vers le serveur. Sauf que le serveur attend une clé spéciale pour accepter la requête, une clé qui repose sur une autre clé privée gérée par le serveur. Sauf que Kaspersky ne dispose pas de ces clés, mais ils vont réussir à générer leurs propres clés, publiques et privées, et à les utiliser en faisant croire grâce au proxy que tout est ok. Et ça passe. En gros, Kaspersky vient juste de changer la clé et la serrure de la porte qu'il voulait ouvrir. Et derrière cette URL, il y a un script. Et le taf d'une partie de ce script, c'est d'afficher ceci. Un triangle jaune. Ce triangle jaune permet de savoir quel processeur graphique vous avez, la résolution de votre écran, la version du navigateur, et donc sûrement de l'OS, et plein d'autres choses. Juste en affichant un triangle. On appelle ça du canvas fingerprinting. C'est ça, tu vas avoir différents moteurs de render en fonction des navigateurs. Typiquement en fait sur comment tu gères les pixels qui sont au bord du triangle. L'aliasing en fait entre la surface pleine et le background. Ces petites valeurs de pixels là qui peuvent être quasiment toujours identiques d'un iPhone à l'autre. En fait, même juste un bit de différence, ça te permet d'identifier exactement sur quel iPhone tu vas être. Mais c'est vrai que intuitivement, moi je me dis que à quel point c'est efficace ce truc-là. Bon, apparemment, ça marche bien, mais ouais, c'est surprenant qu'ils fassent ça comme ça plutôt que de juste récolter en masse. Mais c'est aussi une manière en fait de le faire de manière super discrète. Alors pourquoi ils font tout ça? Eh ben on sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'ils cherchent à savoir quel type de matos ils sont en train d'infecter. C'est ce qu'on appelle un validator. S'ils sont satisfaits, ils balancent la suite de l'attaque, sinon ils se contentent de supprimer toutes les traces de leur passage. Et dans cette suppression, il y a deux lignes de code qui vont particulièrement interpeller les chercheurs. Une requête pour supprimer un fichier .watchface, c'est-à-dire un fichier de cadran d'Apple Watch qui peut se partager par iMessage. De toute évidence, c'est un très bon candidat pour être la pièce jointe qu'ils cherchent désespérément depuis le début. Alors étonnamment, ils ne mentionnent qu'une seule fois ce fichier .watchface dans un de leurs articles. Dans le reste de la conférence, ils disent que c'est un .pdf qui a lancé l'infection. Alors on a trouvé ça curieux, on a écrit à un des chercheurs qui nous a dit la suite au prochain épisode dans un autre article. En attendant, nous on aime bien croire que c'est un fichier .watchface plutôt qu'un PDF, dans le doute, vous savez tout. Ok, on va s'arrêter là sur cette partie, on va repartir au début, chercher cette pièce jointe. Dans tous les cas, ils ont enfin une preuve concrète qu'il y a bel et bien une pièce jointe qui se fait supprimer. Alors ça les motive à creuser de ce côté, et ils vont se taper des journées sûrement très fun à éplucher toutes les docs possibles des pièces jointes d'iMessage et leur chiffrement. Ce qui était plutôt une bonne idée car ils vont découvrir quelque chose d'essentiel. Si Apple chiffre très bien tout ce qui passe sur iMessage, genre les numéros ou les messages, il y a une exception à ça, et c'est les pièces jointes. Avec un peu de savoir-faire, enfin surtout une équipe de cybersécurité assez béton, il va être possible de les récupérer. En gros, une pièce jointe d'iMessage, c'est deux choses, le fichier qui est chiffré et la clé pour le déchiffrer. Et Kaspersky se rend compte d'un truc très intéressant. Si le téléchargement du fichier est corrompu en cours de route, alors le téléchargement ne se termine pas correctement. Et dans ce cas précis, si le téléchargement s'annule, la suite de l'attaque ne se lancera pas. Et dans la suite de l'attaque, il y a quoi? Les fonctions pour supprimer toutes les traces suspectes. Et dans ces traces, coup de bol, il y a justement la clé qui permet de déchiffrer la pièce jointe. Kaspersky peut donc désormais choper le fichier chiffré et la clé pour le déverrouiller. À partir de là, c'est super, parce qu'ils ont la pièce jointe compromettante, leur watchface ou le PDF, on sait pas trop, et c'est donc parti pour des mois de travail afin de comprendre ce qui se passe vraiment. Ils découvrent alors que la pièce jointe va activer une faille Zero Day basée sur TrueType, un format de police créé par Apple dans la fin des années 80, toujours très utilisé aujourd'hui, et qui comportait une faille extrêmement vieille, jamais trop remarquée jusque-là. Ouais, c'était des vieilles fonctions, donc les fonctions adjust qui sont plus utilisées et qui sont plus du tout dans la spec officielle de TrueType, mais qui sont quand même là dans l'implémentation des iPhones et malheureusement il y a une vulne dessus donc. On est donc face à des gens qui ont une connaissance extrêmement pointue, ou alors qui ont passé un peu trop de temps à fouiller, ou alors qui ont cette faille depuis très très longtemps. Elle travaille sur une section mémoire, et sauf qu'en fait de la manière où c'est implémenté, tu peux t'arranger pour qu'elle aille modifier juste un octet, enfin ou une valeur à l'extérieur de cette zone mémoire là, et en fait à partir de ça tu peux prendre le contrôle sur la section suivante et en fait de fil en aiguille tu peux exécuter le code que tu veux en utilisant juste ce petit octet d'erreur. Bon, sur ce passage-là, on va lever un peu le pied sur la technique car voici des fonctions que je ne peux clairement pas vous expliquer. Car je vais pas mentir, j'y comprends rien du tout. Mais tout est en description si vraiment vous voulez vous pencher dessus. Mais dans l'idée, tout ça permet de préparer le terrain pour la suite de l'attaque qui va se dérouler en JavaScript. Ils exploitent des failles mémoire qui leur permettent d'élever les privilèges et de déployer un gigacode JavaScript de 11 000 lignes. Genre, c'est très solide et c'est un peu le cœur du réacteur. Et pour ne rien arranger, tout est imbitable vu qu'ils ont obfusqué le code. Les hackers savaient que ce script pouvait être intercepté à un moment, alors ils ont rendu le code dégueulasse.
L'obfuscation, c'est ça, c'est tu prends ton code et ton but, c'est de le rendre illisible pour qui que ce soit d'autre. Par exemple, enlever les noms de variables. Moi, j'ai vu déjà des obfuscateurs en faisant du reverse, où en fait, tes noms de variables, ça va être des mix entre des L minuscules et des I majuscules. T'en as genre 15 d'affilée. Et entre deux noms de variables, t'as juste un caractère qui change. Et du coup, en fait, tu dois te retaper à la main le truc. Donc, le comportement du logiciel, c'est exactement le même. Sauf qu'en fait, de le relire, c'est impossible, quoi. C'est la première... c'est ça, c'est la première étape quand tu veux empêcher quelqu'un de comprendre ton code, de le reverse, ça va être de mettre de l'obfuscation. Et en pleurant du sang, ils parviennent malgré tout à démêler tout ça. Et surprise, ils découvrent deux nouvelles failles zero day. La première, c'est un integer overflow, que le groupe qualifie d'extrêmement simple et puissant, mais je vais laisser Mathis essayer de vous expliquer ça simplement, puisque c'est super simple. Ils vont exploiter une faille dans une des fonctions du kernel. Tu mets la somme de deux valeurs dont la somme dépasse 2 puissance 64, et du coup, en fait, le dernier bit, le 2 puissance 64, il va être ignoré. Parce que du coup, tu peux pas stocker ça dans un registre à 64 bits. Et du coup, en fait, c'est ça, il va revenir à 0. Et donc, en fait, le pointeur de début et de fin de ta zone mémoire que tu réserves, elles sont effectivement toutes les deux incluses dans la zone du processus parent. Sauf qu'au lieu d'avoir, normalement, tu as genre le début et la fin de ta zone qui sont l'une avant l'autre, et ben là, tu en as l'une qui fait tout le tour, qui revient et qui est là. Et en fait, tu vas pouvoir dépasser et dire, bah moi, je veux réserver toute la mémoire du système, et il te dit, OK. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, tu as un accès complet à la mémoire physique de tout l'iPhone. Et tu peux aller taper allègrement dans les mémoires de différents processus. Ça, c'est ce qui est le cas sur la plupart des systèmes. iPhone, ils ont encore une couche de protection qui fait qu'au niveau hardware, va y avoir une vérification en plus qui va être faite, qui va du coup pas permettre de faire ce genre de truc. Donc dans n'importe quel système, tu pourrais aller chercher par exemple directement en mémoire les mots de passe de Google Chrome par exemple, ou aller lire les SMS, Signal, les trucs comme ça. Tu as accès complet. Ici, ça va être un petit peu différent pour la lecture et l'écriture. Sur iPhone, ils ont des protections physiques qui disent, bah voilà, tel process, il n'a pas le droit d'aller lire à tel endroit. Donc même si tu trouves une faille qui te permet d'aller lire n'importe où dans la mémoire, donc vraiment si tu arrives à trouver une faille dans le kernel, et bah malgré tout, tu peux pas t'en servir. Voilà, donc j'espère que c'était simple, et donc arrive la deuxième faille. Celle qui s'attaque directement à des zones de mémoire bien spécifiques de l'iPhone. Mais pour ça, il faut connaître un peu le matériel sur lequel on bosse. Sur iPhone, les puces des iPhones et des Mac, c'est du SoC, donc System on Chip, qui fait qu'en fait, dans une puce, tu vas avoir ton processeur, ta RAM, ta carte graphique et tout ça dans le même chip sur ta carte mère. La mémoire est partagée entre tous les appareils, et du coup, pour communiquer, en fait, ils mettent des valeurs dans la mémoire à des endroits bien précis qui leur sont réservés. Et ça, du coup, ça leur permet de communiquer entre différents devices. Et toutes ces zones sont dans une liste documentée et publique. On sait par exemple que si je mets des instructions de telle adresse à telle adresse, ça va aller au GPU. On trouve donc des suites de milliers d'adresses pour communiquer à chaque composant. Sauf qu'il y a parfois des plages de milliers d'adresses dont on ne connaît pas l'utilité et qui ne sont jamais évoquées. C'est une zone mémoire, elle est inscrite nulle part, elle est documentée nulle part, elle est utilisée nulle part. Donc probablement, c'est des trucs de debug pour les ingés de chez Apple. Et parmi ces dizaines de milliers d'adresses, l'exploit va en utiliser très précisément 6. Des adresses qui vont se révéler être extrêmement utiles. Si tu écris donc ces données dans ces 6 zones, et ben, tu as un process autre part qui va le faire pour toi et l'écrire en contournant complètement ces protections hardware qui t'empêchaient de le faire sur les autres zones mémoire que tu veux. Tu fais la passe décisive à ce truc-là, qui lui va faire très gentiment mettre les valeurs que tu veux où tu veux dans la mémoire. Et donc là, après, tu peux remplacer le code d'un processus que tu veux, qui va être exécuté avec des permissions root. Enfin, tu peux faire vraiment, voilà, t'es chez toi, et là t'es roi du monde, et tu peux faire vraiment ce que tu veux. Le problème, c'est que ces 6 adresses MMIO un peu magiques, c'est pas du tout une info publique. I was not able to find anywhere. I checked different device trees for different devices, for different firmwares, and found nothing. I checked XNU source codes, the kernel images, kernel extensions, and also found nothing. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sont d'énormes tryharders qui ont trouvé ça, soit il n'y a que les ingénieurs d'Apple qui peuvent savoir ça. Alors, est-ce qu'il y a une taupe chez eux, ou est-ce que les hackers ont réussi à infiltrer leur serveur sans jamais se faire repérer? Eh ben, c'est impossible à dire et les rumeurs vont bon train. Reste la dernière possibilité, qui sera de toute façon impossible à vérifier, une collab entre une agence de renseignement, la NSA par exemple, et Apple. Du côté d'Apple, ils démentent officiellement toute implication. Et la NSA, comme d'hab, n'a aucun commentaire à faire à ce sujet. À ce moment-là, c'est plié. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'éclater sur votre iPhone. Genre là maintenant, tout serait déjà parfait. À cette étape-là, t'es déjà le roi du monde sur l'iPhone, et pourtant les attaquants, ils ont encore et encore, ils vont réexploiter, ils vont remettre une payload pour être vraiment sûr et certain qu'ils ne sont pas observés.
pour être sûr et certain que la cible c'est la bonne, etc. Pour vraiment encore plus camoufler leur attaque. Ils n'ont encore rien mis en place pour exfiltrer vos données, mais ils pourraient juste télécharger un malware qui ferait le taf. Et c'est ce que les chercheurs pensaient trouver après l'utilisation d'un tel exploit. Et pourtant, non. Car tout ça ne va servir qu'à une seule chose, lancer la chaîne de validators qu'on a vu avant. Et oui, le script qui fait le gros triangle jaune est son petit frère. Et il y a un deuxième validateur qui va cette fois aller chercher davantage d'infos sur la cible, mais de façon beaucoup plus poussée qu'avant. Histoire d'être sûr que c'est bien ta cible que tu es en train de péter et que tu n'es pas sur un iPhone qui est en train d'être scruté par 15 chercheurs de sécu. Ouais. Ce serait pas de bol. C'est vrai que ce serait quand même assez cocasse, quoi. On veut un numéro de tel, un email, un identifiant Apple, la liste de toutes les applications installées et si la machine est jailbreakée ou non. Dès qu'ils voient qu'il y a le moindre truc, le moindre souci potentiel, déjà ils nettoient tout, ils plient les gaules et ils restent cachés, il exécute rien du tout. Et en plus, il envoie un petit rapport au créateur du virus pour qu'il puisse se préparer potentiellement et est-ce qu'effectivement il y a une défense qui soit en train de se mettre en place. Il y a même une fonction pour détecter un éventuel antivirus. Ce qui laisse penser que ça pourrait aussi infecter des Macs. En fait, les architectures de Mac et d'iPhone sont très proches. Le kernel, c'est quasi le même, ils appellent ça XNU. Tu vas avoir, pareil, en fait, les puces, c'est des SoC pour les deux qui vont utiliser, alors je sais pas si c'est exactement les mêmes fonctionnalités, mais effectivement, tu as des grosses similarités entre les deux, qui laissent entendre que soit l'exploit a été développé mais pas mis en œuvre, soit ils ont commencé à le développer mais ils sont pas allés au bout encore, soit qu'il a été développé, mis en œuvre et que là actuellement il est dans la nature et que là du coup pour le coup il n'a pas du tout été détecté. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, il n'y a plus d'obfuscation du tout. Toutes les fonctions dont on parle ici, elles sont écrites en clair. Les hackers pensaient sûrement pas que des gens arriveraient à aller jusque-là, mais pourtant, Kaspersky a réussi. Bref, si tous les feux sont verts et que vous êtes bel et bien une cible qui les intéresse, une requête est envoyée pour vous envoyer le malware final. Félicitations, vous venez d'être triangulé. Votre iPhone est désormais directement connecté au hacker à n'importe quel moment. Enfin, presque, car ce virus n'est pas persistant. C'est-à-dire que si vous redémarrez votre iPhone, vous en êtes débarrassé. Enfin, jusqu'au prochain iMessage piraté qui vous enverront dès qu'ils se seront rendus compte que ça ne fonctionne plus. Ah tu peux pas le savoir du tout, hein. T'as aucun comportement suspect, parce qu'en fait même tu vois l'enregistrement du micro, qui est normalement même un truc que tu vois pas, quoi. Ils s'assurent que l'écran soit éteint quand ils enregistrent le micro, histoire d'être 100% sûr que tu te rendes compte de rien. Enfin t'as aucun signe qui te dit que c'est ça ou pas, quoi. Et au final, ils pourront prendre tout ce qu'ils veulent. Localisation en temps réel, fichiers, processus, micro, mot de passe, album photo. En même temps, pourquoi se priver, hein? Attends, ils ont quand même bien charbonné pour en arriver jusque-là, ce serait dommage de pas tout récupérer, quoi. Et dans tout ça, il y a même l'utilisation du machine learning. Les hackers vont se servir de la puce d'Apple qui s'occupe d'assigner automatiquement des labels à vos photos. C'est comme ça par exemple que quand vous cherchez chien dans votre galerie, votre iPhone vous montre uniquement des photos qui ont des chiens. Pour pas avoir à traiter des centaines de milliers de photos qu'ils reçoivent en flux continu, en fait, au lieu d'exfiltrer les photos, ils vont d'abord exfiltrer les tags. Donc typiquement, il y a tel mot qui a été détecté sur le truc, ou alors c'est un document scanné, voilà, l'iPhone va appliquer plein de tags dès que tu importes une photo dans la galerie, et du coup, ils vont utiliser ces tags-là pour derrière faire leur filtre, et en fait qu'ils n'aient pas à le traiter de leur côté, à mettre en place des suites de traitement là-dessus. Bref, vous l'avez compris, on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux, qui étonnamment n'a pas fait tant de bruit que ça en dehors de la sphère tech, et encore c'est très précis. Pourtant, au vu des vulnérabilités déployées et du malware qui est mis en place, on est clairement dans la même gamme que Pegasus. Fonctionnellement, l'outil il est tout aussi puissant que Pegasus. Je sais plus exactement comment ça marchait Pegasus, mais je crois que c'était à peu près pareil. Il suffit d'avoir le 06 de ta victime, et tu le donnes à tes hackers, et puis en 5 minutes, le truc est up et il tourne sur le système et il aspire tout activement. Donc ouais, fonctionnellement, c'est la même chose, c'est les mêmes dangers, sauf que là, on ne sait pas qui l'utilise, on ne sait pas qui le vend, on ne sait pas tout ça. Donc c'est même, je dirais même presque encore plus dangereux et on ne sait pas d'où ça vient et on sait pas. On parle de 4 failles 0 day, d'une infection en 0 clic, donc sans aucune interaction de l'utilisateur, et qui est indétectable sans faire un backup et de creuser très très loin. D'après des experts en cybersécurité, toute cette chaîne d'attaque pourrait facilement valoir dans les plus de 10 millions de dollars. On est sur du travail de qualité et sur des moyens potentiellement démesurés. Alors pourquoi est-ce que ça a fait aussi peu de bruit? Eh bien possiblement car il n'y a aucune attribution derrière. On ne sait pas qui attaque et on n'est pas certain des cibles non plus. Mais bon, vu les moyens employés, on se doute que c'est probablement un groupe étatique derrière tout ça.
Kaspersky a décidé de la jouer safe et ils n'ont nommé personne comme responsable. Ils n'ont pas de preuves tangibles donc ils ne préfèrent pas s'avancer. Mais vous savez qui n'a aucun mal à s'avancer et qui a communiqué dessus? Eh bien la Russie, via son agence de cybersécurité, mais également par le FSB, son agence de renseignement. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils balancent que c'est les Américains, tout simplement, et plus précisément la NSA, qui serait derrière tout ça. Et ils affirment même que ce serait en collaboration avec Apple. Ils n'apportent aucune preuve, mais voilà, c'est sur des communiqués officiels, qui sortent pile le même jour que le premier rapport public de Kaspersky. La NSA, comme d'hab, se contente de dire qu'elle n'a aucun commentaire à faire à ce sujet. Bon, évidemment, on connaît la Russie, ils peuvent dire un petit peu ce qu'ils veulent. D'un autre côté, il n'empêche qu'il y a malgré tout de grandes chances que ce malware provienne d'une grande puissance. Et c'est clairement du calibre de ce qu'a déjà pu mettre en place la NSA. La seule trace que les hackers ont laissée, c'est une liste de 40 emails chiffrés en MD5, depuis lesquels ils envoyaient les pièces jointes. Elles ont été retrouvées dans un des scripts qui permettait de supprimer les iMessages provenant des adresses mail en question, et il n'aura pas fallu longtemps pour les casser. Ils les ont donc fournis à Apple, qui en saura peut-être plus sur la source de l'attaque grâce à ça. Mais de leur côté, toujours aucune prise de parole. On sait juste qu'ils ont patché toutes les failles suite aux travaux de Kaspersky, et de leur côté, les chercheurs ont sorti un soft qui vous permet d'analyser un backup iTunes pour voir si vous avez été infecté ou non. Il reste cependant beaucoup de mystères autour de cette affaire. Vu les failles exploitées, on peut se demander si Apple était au courant, voire s'ils sont impliqués, car on le sait, il y a plusieurs boîtes qui n'hésitent pas à collaborer avec les autorités, voire même à filer leur code source. Mais Apple lutte pour garder son image d'indépendance. Même lors de grosses affaires criminelles ou terroristes, ils restent toujours sur la même ligne directrice, ils n'aideront ni le FBI ni la NSA à déverrouiller leur matos. Et sur cette affaire, ils se contentent de commenter ceci. Nous n'avons jamais collaboré avec un gouvernement pour insérer des backdoors dans nos produits et nous ne le ferons jamais. Ce qui est certain, c'est que cette attaque, elle est démentielle. Les premières traces d'infection auraient eu lieu en 2019 et ont continué jusqu'en juin 2023, ciblant aussi bien des iPhones ayant plus de 10 ans que la dernière version de l'époque. Tu as des vulnérabilités qui exploitent des trucs plus ou moins récents, mais dans le code quand même du virus, ça peut exploiter des iPhones qui sont jusqu'à il y a 10 ans, qui vont exploiter des fonctions spécifiques des super vieux iPhones. Donc, pareil, depuis combien de temps ce truc-là est actif, on ne sait pas non plus. Alors, on ne saura sûrement jamais qui est derrière, ni ses cibles exactes, et encore moins ce qu'ils en ont retiré. On sait juste qu'ils ont déployé des moyens colossaux pour ça, et qu'ils ont tout mis en œuvre pour ne jamais être détectés, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on espère que ça vous a plu. Merci à Mathis d'avoir participé et répondu à nos questions, et surtout de nous avoir éclairés, c'était vraiment pas évident. Tous les liens sont en description si vous voulez plus de détails techniques. On a un Tipeee, un Patreon si jamais vous voulez nous donner des sous. On a un Discord, comme je l'ai dit, je suis sur Twitch. Insta, TikTok, on fait des formats courts, les shorts. J'ai un RIB que je peux vous envoyer si vraiment vous voulez nous soutenir. D'ici là, merci, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, salut!